Bonjour à tous, je suis Adeline Josvac, je suis la chef de produit et de monitorage pour Medtronic France et nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire que nous faisons en partenariat avec la société Medasense qui, comme vous le savez, est la société conceptrice du monitorage NOL. Et nous vous remercions de vous être rendu disponible dans cette période que nous savons particulièrement chargée et nous espérons que cette conférence vous sera bénéfique. Et donc, je vais commencer par remercier nos orateurs qui animent cette session. Alors, nous avons avec nous le professeur Rijbe qui va donc démarrer cette webinaire, qui est professeur en anesthésie et en douleur à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont-Montréal. Alors, j'espère que je n'ai pas écorché. Et qui va développer la sensibilisation à la douleur et le monitorage de la nociception. Puis, nous avons le professeur Longroy qui est professeur en anesthésie-réanimation à la PHP, qui se consacrera aux effets synergiques des analgésies et des hypnotiques, avec la nécessité, bien sûr, d'avoir un bon équilibre de chaque composante de l'anesthésie. Et enfin, nous avons le docteur Charrier, anesthésiste réanimateur au CHU de Saint-Étienne, qui nous parlera de son utilisation du NOL en pratique quotidienne au bloc opératoire. Maintenant, merci à tous et je cède la parole au professeur Rijbe pour démarrer cette session. Bonjour. Je partage mon écran et je suis à vous tout de suite. Donc, merci pour l'introduction. Effectivement, je vais aujourd'hui parler de sensibilisation à la douleur et monitorage de la nociception et comment est-ce qu'on peut améliorer et simplifier la prise de décision intraopératoire quant au traitement antinociceptif que l'on veut proposer aux patients. J'ai, comme d'habitude, quelques conflits d'intérêts à dévoiler. Donc, j'ai des consultances pour différentes compagnies que vous voyez listées ici. Je suis membre du conseil scientifique de Medasense jusqu'à cette année. Subvention de différentes institutions, les IRSC, c'est les instituts de recherche en santé du Canada, le NIH, c'est la même chose aux États-Unis. CARF, c'est la Fondation d'anesthésie, la FARC et le Fonds de développement, en fait, toutes ces choses, toutes les bourses et subventions habituelles, et puis d'autres types de bourses qui sont des contrats de recherche. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis effectivement professeur à l'Université de Montréal en anesthésiologie et médecine de la douleur. J'ai fait mes études à Grenoble, je suis né à Nice, j'ai fait ma spécialité à Bordeaux, mon PhD en neurosciences, neuropharmacologie à Bordeaux, mon post-doc dans l'Iowa ici, puis je suis revenu à Bordeaux. Et puis j'ai été recruté aux États-Unis en 2007, et puis de 2007 à 2014, j'étais à Seattle, à l'University of Washington. Et puis, j'ai été recruté à l'Université de Montréal en 2014, 1er janvier 2014. Je suis professeur agrégé depuis là et directeur chair de recherche pour tout le département d'anesthésie. Donc, on va parler aujourd'hui de monitorage de la douleur intraopératoire en 4 points principaux. Pourquoi est-ce qu'on doit monitorer la douleur durant l'acte chirurgical? On va aussi voir les divers moniteurs de la douleur ou de la nociception qui sont actuellement sur le marché. On va voir la validation, les études de validation et les études de sensibilité et spécificité de l'index NOL. On va se focaliser sur celui-là parce qu'on ne peut pas passer tout en revue en une fois. Et puis, c'est le plus récent, donc on va parler de celui-là aujourd'hui. Et puis, on va voir un petit peu quelles sont les utilités cliniques et l'impact sur les issues ou outcomes post-opératoires à plus grande échelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit monitorer la douleur durant l'acte chirurgical? Alors, je parlerai quelquefois de douleur, quelquefois de nociception. C'est sûr que la douleur, par sa définition, elle doit prendre en compte les composantes psychologiques de la douleur qui n'existent plus sous anesthésie. Donc, sous anesthésie, on devrait parler de nociception seulement et pas de douleur chez un patient anesthésié parce qu'il n'a pas de composante psychologique attenante à sa douleur ou à la nociception ou à ce que son corps ressent. Donc, on parle de nociception. Pourquoi est-ce qu'on doit monitorer cette nociception? En anesthésie, depuis les 40 dernières années, il y a eu des évolutions dans tous les monitorages. Et puis, on a eu différents types de monitorage d'hypnose, le BIS, le SedLine, l'entropie, tout ce qu'on veut bien voir au niveau de l'électroencéphalographie et de ses dérivés. On a aussi des monitorages de relaxation musculaire, qui est une des autres familles qu'on utilise en anesthésie, qu'on a développé et affiné dans les 15-20 dernières années. Et puis, on n'avait pas vraiment de vrai monitorage de la nociception. On avait notre fréquence cardiaque et notre pression artérielle. Donc, c'est sûr qu'en l'absence de moniteurs fiables, on se fiait à nos
paramètres cliniques que sont la fréquence cardiaque, la pression artérielle, les larmes, la transpiration, le rythme respiratoire qui s'emballe, les mouvements du patient quand il n'est pas curarisé. Tout ça, ça a une faible sensibilité, une faible spécificité à détecter la nociception durant l'anesthésie, et on a voulu aller un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que quand on a une analgésie qui est trop faible durant la chirurgie, on ouvre la porte à des hauts niveaux de sensibilisation de la douleur intraopératoire parce qu'on laisse le patient se sensibiliser sous des forts inputs nociceptifs. Donc, on a un risque de sensibilisation du système nerveux central qui est important, même quand le patient dort et même quand le patient est sous anesthésie et qu'il ne bouge pas. Ce n'est pas parce qu'il ne bouge pas qu'il ne ressent pas, que son corps ne ressent pas la douleur et qu'il n'y a pas quelque chose qui se met en place en termes de sensibilisation. Puis l'analgésie qui est trop forte, en contrepartie, soit on fait une analgésie trop faible et on risque de sensibiliser, soit on fait une analgésie trop forte. Puis ça, c'était mon travail de PhD, puis de postdoc, puis les 20 dernières années où j'ai travaillé sur l'opioid-induced hypersensitivity, que vous connaissez sous le terme de OIH, et où l'hyperalgésie induite par les opioïdes. Et donc, on sait que si on se met de l'autre côté du balancier, qu'on donne trop d'opioïdes intraopératoires, on peut déclencher des phénomènes qu'on appelle opioid-induced hypersensitivity. Donc, ces deux situations peuvent être évitées si on a et si on utilise un moniteur qui est fiable, sensible, spécifique, robuste et précis pour le niveau de nociception intraopératoire. Donc, on sait, nous, que la sensibilisation du système nerveux périphérique et central, c'est un peu le key point pour développer des douleurs persistantes post-chirurgicales, la douleur chronique post-op. On a écrit une grosse revue là-dessus fin 2018, en décembre 2018, dans l'anesthésiologie pour les stratégies préventives pharmacologiques, mais en expliquant aussi toute la physiologie de pourquoi ça se développe. On sait que le trauma chirurgical et l'absence d'analgésie adaptée, c'est une des raisons de sensibiliser. Puis nos fortes doses d'opioïdes, c'est aussi une des raisons de sensibiliser. Et cette sensibilisation mène aux douleurs chroniques post-opératoires. Ça passe principalement par le récepteur NMDA, ça passe aussi par d'autres récepteurs et d'autres mécanismes qu'on n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais on connaît un petit peu les cibles thérapeutiques qu'on peut utiliser. Cette opioid-induced hypersensitivity, elle n'est pas nouvelle, ça c'est une des premières publications qui en faisait mention dans le CJA, le Canadian Journal of Anesthesia, en 1999. Et dans ce CJA, les auteurs, en fait, ils ont fait une étude et puis ils ont été un petit peu surpris parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils donnaient plus de fentanyl pendant une chirurgie de laparoscopie gynécologique, bah, finalement, ils avaient plus de douleurs post-opératoires ici et plus de consommation d'opioïdes post-opératoires. Donc, ils s'attendaient à l'inverse. Ils s'étaient dit, bah, si on traite, parce qu'on est dans les années 95, là, 95-2000, si on traite les patients avec plus d'opioïdes intraopératoires, ils vont être mieux et on aura moins de douleurs post-op. Et en fait, ils ont eu l'opposé. C'était une des premières qui montrait ça. Puis en 2005, on a publié une étude qui montrait la même chose, que quand on fait des grosses doses de rémifentanil versus des petites doses de rémifentanil, on augmente cette zone bleue d'hyperalgésie, on augmente les consommations de morphine post-opératoire et les scores de douleur. Donc, c'était une autre façon de prouver que si on fait trop d'opioïdes, ce n'est pas bon et ça induit cette opioid-induced hypersensitivity. Une autre étude, un petit peu plus, quand on remonte dans le temps tranquillement, en 2010, montrait que quand ils faisaient de la thoracotomie avec des péridurales, donc ils installaient des péridurales à tous les patients qui allaient avoir cette thoracotomie, et dans un groupe, ils utilisaient la péridurale intraopératoire et post-opératoire, et dans l'autre groupe, ils n'utilisaient pas la péridurale intraopératoire, ils utilisaient la péridurale seulement en post-opératoire. Et donc, comme ils n'utilisaient pas la péridurale intraopératoire, ils devaient faire des fortes doses d'opioïdes pour contrer ce qu'ils pensaient être la douleur intraopératoire. Et le fait d'avoir fait des fortes doses d'opioïdes intraopératoires, ça a amené à des scores de douleur post-opératoire qui étaient différents et des risques de développer une douleur chronique plus importants quand ils avaient fait des fortes doses d'opioïdes intraopératoires. Puis une des rares qui a fait le lien entre qu'est-ce qui se passe intraopératoire et qu'est-ce qui se passe à distance de la chirurgie, à 6 mois ou 1 an de la chirurgie, c'est celle-ci en 2012 qui disait que si on fait trop d'opioïdes intraopératoires, on augmente le risque de développer des douleurs chroniques à distance. Alors, est-ce que la douleur chronique à distance de chirurgie, c'est important? Là, on a aussi des revues qui sont des années 2000, puis 2006, puis celle-là, la dernière qu'on a faite en 2018. Oui, la douleur chronique, c'est important. Oui, la douleur chronique, ça touche à peu près 5 à 10% de nos patients avec un niveau de douleur chronique qui est disabling. Ça veut dire que le patient s'en plaint, le patient va consulter des médecins pour ça et le patient prend des médicaments pour ça. Donc, quand on prend un 5%, si on veut être optimiste, on va minimiser ça, on va dire un 2 à 5%.
2 à 5% sur des millions de chirurgies, c'est quand même parlant. Puis, il y a ce qui nous est arrivé en Amérique du Nord, un petit peu moins en Europe, mais c'est que les fortes doses d'opioïdes aussi, on y fait attention parce qu'on prescrit beaucoup d'opioïdes intraopératoires, on prescrit beaucoup d'opioïdes aussi post-opératoires, et donc on a cette crise des opioïdes qui nous est arrivée avec cette épidémie de gens qui consomment des opioïdes à distance de chirurgie. On a fait une revue de la littérature, une revue systématique de la littérature, et qui montrait dans cette évaluation-là qu'à peu près, à 3 et 6 mois de la chirurgie, à peu près 4% des patients continuent à prendre des opioïdes de façon chronique, alors que leur site chirurgical est complètement cicatrisé et guéri, et ils devraient arrêter de prendre ces médicaments-là. Donc, les hôpitaux nord-américains, malheureusement, ont un peu trop tendance à facilement prescrire des opioïdes, et c'est ça qu'on essaye de contrecarrer actuellement. Puis l'incidence d'une exposition prolongée aux opioïdes après chirurgie peut atteindre près de 50% des patients. C'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Donc, l'exposition aux fortes doses d'opioïdes mène aux opioïdes. Ça, c'est maintenant prouvé et connu. Et on doit donc mieux monitorer la nociception afin de réduire les besoins en opioïdes périopératoires. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moniteur de la douleur sur le marché actuellement? Ça, c'est une revue de 2013 qui montrait, vous voyez ici sur la gauche, tous les moniteurs qui existaient en 2013. Et on n'avait pas encore le NOL ici, donc c'était des revues de littérature qui existent. Là, je vous ai mis une photo un petit peu de tout ce qui existe comme moniteur, le pupillomètre, la conductance cutanée, le SPI-SSI, l'ANI. Tous ces moniteurs-là ont été développés jusqu'aux années 2010. L'ANI est sorti en 2010 sur le marché en Europe, donc c'était les plus anciens moniteurs. Puis on a écrit des revues, différentes personnes ont écrit des revues sur de la littérature à différents moments, dans les 10-15 dernières années. Et on est arrivé à cet index-là, le NOL index, que vous voyez ici en chiffres représentés ici avec les tendances sur les 5 dernières minutes, qui est un index basé sur la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la conductance cutanée, la température, les variations de ces paramètres et l'amplitude de la plethysmographie. Basé là-dessus, on en tire un index qui est dit multiparamétrique, un petit peu plus robuste que les uniparamétriques. Et puis, donc, nous, dans notre hôpital, c'est à peu près ce qu'on a. On a des Draeger à 500 Perseus avec des Infinity dans tous les blocs opératoires. Ici, vous voyez le top scan de chez Draeger qui est vendu par Draeger, mais qui est fait par une autre compagnie française. Et puis, on a le NOL et le BIS index, qui est notre monitorage de base de l'anesthésie générale. Donc, est-ce que ces moniteurs-là sont valides, sensibles et spécifiques? Donc, les études de validation, d'abord, ont commencé dans les années 2013. C'est la première qui venait de la compagnie, parce que ces gens-là sont les gens de la compagnie, à part Ruth, qui est une de nos collègues anesthésistes en Israël. Mais sinon, ça, c'est la compagnie initialement qui a mis ça sur le marché récemment. Donc, ils ont sorti cette étude de validation où ils montraient que le NOL index, on va regarder le bleu ici, puis le ROC curve ici de sensibilité, spécificité, le NOL index bat la fréquence cardiaque en violet et bat la variabilité de la fréquence cardiaque ici en vert, parce que c'est un index multiparamétrique qui semblait plus robuste. Puis ils l'ont testé dans des périodes d'intubation, d'incision, de stimuli mineurs, et puis aussi de périodes sans stimulus, pour savoir que quand il n'y a pas de stimulus, est-ce qu'il varie tout seul ou non. Donc, en construisant ce type de dessin d'études, ils ont montré que la sensibilité et spécificité étaient meilleures que les paramètres cliniques qu'on utilise habituellement. Toujours dans la validation, anesthésiologie 2015, anesthésiologie 2016, puis celle-ci en 2018, puis celle-là en 2019. Les deux dernières sont de nous à Montréal. Celle-ci vient d'Israël et celle-ci vient de Netherlands, de Leiden en Hollande. Et ces trois études retrouvent la même chose. Si vous regardez le NOL index, le NOL index à chaque fois bat les autres index en termes de sensibilité, spécificité. Donc, on va dire que la validation depuis 2013 jusqu'à 2019, elle a été prouvée et la sensibilité spécificité semble être meilleure que nos paramètres cliniques habituels. Alors, est-ce que ça a une utilité clinique? Est-ce qu'il y a une importance clinique à utiliser cet index-là, cet index NOL? Encore une fois, je vais prendre que l'exemple du NOL parce qu'on a 20 minutes seulement pour discuter de ça et c'est très rapide, on approche de la fin. Donc oui, dans anesthésiologie qui est sorti en 2019, celui-là, l'utilisation du NOL intraopératoire a permis de réduire la consommation intraopératoire d'opioïdes. Donc là, c'était du rémifentanil utilisé intraopératoire. Vous voyez qu'il y a une différence significative entre la consommation de ce groupe-là versus ce groupe-là.
Il y avait un groupe standard of care, ça veut dire un traitement habituel sans le NOL, et donc une décision à donner des opioïdes ou à augmenter ou descendre les opioïdes en fonction à la discrétion de l'anesthésiologiste et en fonction de son expérience. Et ici, dans ce groupe-là, c'était le NOL qui guidait. Donc, quand le NOL était au-dessus d'un certain seuil, ben, on disait qu'il faut donner de l'opioïde en plus. Et quand il baissait en dessous de ce seuil, ben, ils baissaient leur consommation d'opioïdes, qui était le remifentanil dans cette étude-là. 30% de moins d'opioïdes intraopératoires, et puis aussi un impact sur les événements hypotensifs et la consommation de vasopresseurs. Moins de vasopresseurs, moins d'événements hypotensifs. Donc, c'était intéressant pour cette étude-là. Puis, une autre étude de 2020, c'est le même groupe, Leiden, Netherlands, qui publie cette fois-ci dans le British Journal of Anesthesia. C'est pas encore, c'est accepté, mais c'est online seulement pour l'instant, où il montre que l'utilisation du NOL index intraopératoire leur a permis de réduire les scores de douleur en PACU, en salle de réveil. Ceux qui étaient guidés par le NOL intraopératoire avaient moins de douleur post-opératoire parce qu'a priori, ils avaient mieux géré les événements douloureux, et il y avait peut-être eu moins de sensibilisation et moins de douleur intraopératoire, donc moins de douleur post-opératoire, parce que la douleur intraopératoire avait été mieux cernée et mieux gérée de façon appropriée. Et de façon intéressante, ce que rapportait une étude aussi de Funke et al. Dans Anesthesia Analgesia, quand on traite bien la douleur au bon moment en intraopératoire, eh bien, on a des laxes corticotropes qui s'emballent moins, et donc moins de cortisol et moins de sécrétion d'ACTH. En bleu, c'est le groupe NOL, avec moins de réactivité de l'axe corticotrope et donc de l'axe du stress intraopératoire, disant qu'a priori, quand on fait du monitorage de nociception intraopératoire, on va réduire cet axe corticotrope et sa réactivité à la douleur ou aux stimuli nociceptifs. Puis nous, on a soumis ça à l'ASFAR. Malheureusement, l'ASFAR a été annulée, et l'ASA qui s'est tenue online. Donc, c'est une étude qui a été faite à Montréal, qui regardait en hystérectomie par laparoscopie la consommation de fentanyl, parce que le fentanyl est encore une drogue très utilisée en Amérique du Nord. Donc, on avait une différence significative de consommation de fentanyl intraopératoire quand on utilisait le NOL versus le standard of care, donc sans NOL pour guider notre analgésie. Et on avait aussi, de façon intéressante, des scores de douleur et des consommations d'opioïdes qui n'étaient pas significativement différentes, mais qui avaient quand même un intérêt en post-opératoire, avec à peu près 30 à 40% de réduction de la consommation d'Ilodide à 24 heures de la chirurgie. Donc, ce n'est pas anodin, même si ça ne sort pas statistiquement, c'est quand même un 30 à 40% de moins d'opioïdes nécessaires en post-opératoire. Donc, en conclusion de cette présentation rapide, on a différents index actuellement et différents moniteurs qui existent. On a parlé du NOL actuellement. Ce sont des index qui sont validés. Les études de validation sont faites. Donc, est-ce que c'est plus sensible, plus spécifique? Oui. Et puis, ça a été fait sous anesthésie, chez des patients sous anesthésie. Le NOL est le seul qui est multiparamétrique. Est-ce que ça le rend plus robuste? Il faut faire des études de comparaison directe, ce qui n'existe pas actuellement dans la littérature. Donc, il faudra faire ce genre d'études plus tard. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments ou études qui permettent d'établir sa supériorité sur les autres index, mais pour notre pratique clinique, moi, j'ai l'impression qu'il me rend plus service que certains autres. Il semble cependant que ces moniteurs peuvent réduire la consommation intra- et post-opératoire d'opioïdes, comme on vient de le démontrer, et d'améliorer aussi le management post-opératoire de la douleur, comme on commence à le voir dans les études. C'est sûr qu'il va falloir aller chercher des outcomes un peu plus à plus long terme, à 3 et 6 mois, pour voir si on change cette consommation d'opioïdes à distance et cette douleur chronique à distance. Sur ce, je vous remercie et je vais passer la parole à professeur Langrois qui va vous parler de, je ne vais pas dire son titre, il le prononcera lui-même et puis il vous présentera son topo. Merci à tous et les questions, ce sera à la fin des 3 topos. Merci beaucoup Philippe. Donc voici dans quelques secondes, j'espère que vous voyez mes diapositives. Merci pour l'invitation à ce symposium. Et donc, on m'a demandé de parler un petit peu des effets synergiques des analgésiques et des hypnotiques. Et donc, on va bien sûr faire un petit peu de pharmacologie pour revenir ensuite à une démarche un tout petit peu plus clinique. Donc, voici mes liens. Et puis, au-delà des liens, disons, financiers, j'ai un credo académique sur la nécessité d'avoir un raisonnement clinique explicite. Donc, explicite, ça veut dire que vous expliquez avec des termes facilement compréhensibles pourquoi on fait le diagnostic de cette manière et pourquoi on prend les décisions de la manière dont on les prend.
bien sûr fondé sur les recommandations de pratique clinique. Et puis, ce qui me tient à cœur aussi, c'est la prise de décision pour un patient donné. Et donc là, la médecine reste effectivement ancrée, bien sûr, dans les statistiques et les recommandations, mais in fine, j'appelle l'activité médicale comme une interface d'unicité. C'est-à-dire qu'il y a un docteur qui prend une décision pour un patient donné, bien sûr, en tenant compte de tout le reste, et il faut apprendre à gérer l'incertitude. Voilà le credo académique et ce qui me guide un tout petit peu. Donc, je voudrais revoir avec vous les interactions hypnotiques morphiniques. Donc, ça peut paraître barbare lorsqu'on vous parle maintenant des moniteurs les plus récents, mais chaque fois que je m'amuse à demander à un groupe de médecins, donc déjà expérimentés ou d'internes, de me dessiner une courbe d'interaction hypnotique morphinique et éventuellement de l'expliquer, je vous assure que très souvent, on a des surprises. Et puis, à l'intérieur de ces courbes d'interaction, je vais aborder ce problème de la variabilité interindividuelle. Et puis, enfin, vous proposer des algorithmes de gestion des médicaments anesthésiques pour la titration qui sont fondés sur les interactions hypnotiques morphiniques et les informations fournies par les moniteurs. Alors, pourquoi est-ce que le raisonnement clinique explicite est nécessaire pour la titration de médicaments anesthésiques? Alors, ça, c'est une étude récente, 2019. Elle s'inscrit dans ce cadre des triples bas, donc des données issues pour la première fois en 2012, et qui disait que si vous êtes hypotendu avec trop anesthésié, avec un BIS bas en dessous de 45, et puis surtout si en plus vous dormez avec des valeurs basses de concentration téléexpiratoire, donc c'est le troisième, vous avez un risque accru de mortalité à J90. Et puis après l'étude publiée en 2019, c'est dit nous allons randomiser les patients dans un groupe, c'est à peu près 10 000, on va faire comme d'habitude, et dans l'autre groupe, on va prévenir les médecins, donc on va les alerter, c'est ce alerte, que les patients sont en triple bas et qu'il va falloir faire quelque chose. Et donc l'étude, vous voyez, il y a quand même pas mal de patients. Elle arrive à la conclusion que le fait d'alerter les patients fait augmenter les doses de vasopresseurs, mais ne diminue pas les concentrations d'anesthésiques auxquelles les patients sont soumis. Donc, du coup, la mortalité à J90, même quand vous alertez les patients, n'est absolument pas modifiée. Et donc, mon commentaire, c'est qu'à l'absence d'algorithmes plus ou moins validés pour titrer les médicaments anesthésiques dans la composante hypnotique, dans la composante morphinique, et puis surtout sur la gestion de leurs interactions, inutile de vous dire qu'avec l'anesthésie sans morphinique ou avec épargne de morphinique, les choses deviennent encore plus complexes. Donc, à l'absence de tels algorithmes, la simple information de l'anesthésie est trop profonde ne change absolument rien quant à l'impact de l'anesthésie trop profonde sur la mortalité à J90. Donc, des rappels pharmacologiques. Le premier qui me paraît essentiel, lorsqu'on parle de concentration de morphinique, c'est se souvenir que la probabilité de non-réponse, donc un mouvement par exemple, dépend du stimulus utilisé. Donc là, la fermeture cutanée nécessite peu de morphinique pour ne pas avoir de réponse. L'abolition, la ventilation aussi nécessite peu, ou l'altération de la ventilation, peu de morphinique. Et à l'opposé, l'intubation par laryngoscopie directe nécessite beaucoup de morphinique pour éviter une réaction type hypertension, tachycardie ou mouvement, et que pour altérer les effets de l'électroencéphalogramme, ralentir le jet, il faut des concentrations de morphinique beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est pour la fentanyl, mais c'est vrai absolument pour tous les autres médicaments. Donc du coup, l'adéquation de la concentration de morphinique, elle est en fonction d'un niveau de stimulation, les effets secondaires aussi, et donc du coup, il est certain que si le niveau de stimulation nociceptive varie pendant une intervention, la concentration de morphinique que vous avez peut être adaptée à ce stimulus ou au contraire inadaptée, soit excessive, soit insuffisante. Et je voudrais partager avec vous et contribuer à vous rappeler ces images mentales d'interaction hypnotique morphinique. Donc la plus simple, c'est ces isobologrammes qui décrit les interactions hypnotiques morphiniques. Donc, on a la concentration de morphinique sur l'axe des X, la concentration d'hypnotique sur l'axe des Y. Et donc, dans les effets additifs, qui est ici au milieu, 1 plus 1 égale 2, vous diminuez de 50% la concentration de l'hypnotique, vous augmentez de 50% la concentration de morphinique. Ça, c'est une interaction de type additif. Donc, ça, c'est vrai pour les hypnotiques. Midazolam, propofol, c'est ce type d'interaction, ou propofol, gaz administré par inhalation. Et à contrario,
une interaction de type synergique. 1 plus 1 font plus que 2. Donc, de faibles diminutions ou de faibles augmentations de la concentration de morphinique font diminuer relativement beaucoup les besoins en hypnotique. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas de valeur de concentration, c'est symétrique. Donc ça, c'est une première image mentale, additif ici, synergique à gauche. Donc les interactions hypnotiques morphiniques sont synergiques. En anesthésie, il y a quelques descriptions d'effets infra-additifs, mais qui sont rares, vous pouvez les oublier. Et donc, lorsqu'on va un tout petit peu plus loin et on décrit une courbe d'interaction hypnotique morphinique, donc ça, c'est ici, c'est l'hypnotique, là, c'est le morphinique. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on peut, il y a une asymétrie dans les courbes, donc on peut travailler sans morphinique du tout, à condition d'augmenter suffisamment les concentrations d'hypnotique. Donc, on peut intuber sans cura et sans morphinique un patient si on décide de le faire de cette manière. En revanche, l'augmentation des concentrations de morphinique a un effet plancher sur la diminution donc, des concentrations d'hypnotique et on arrive à peu près à 80% d'épargne d'hypnotique. Il ne faut pas descendre en concentration d'hypnotique en dessous parce qu'on s'expose, malgré le fait que le patient peut ne pas bouger à cause des concentrations très élevées de morphinique, on peut s'exposer au risque de mémorisation explicite. Donc, il faut se souvenir à peu près des concentrations de morphinique qui font baisser de 50 et de 80% les besoins en hypnotique. Et donc, ça, c'est une représentation, donc cette fois-ci clinique, donc d'une interaction hypnotique morphinique. On parle de réduction de la MAC, ici en trait plein, ou de la MAC 95. Et donc, 95% des patients, c'est la concentration alvéolaire minimum en équilibre avec la concentration cérébrale, pour laquelle 95% des patients ne vont pas répondre par un mouvement, une incision chirurgicale, alors qu'ils ne sont pas curarisés. Et donc, si vous voyez ici, les cercles, ce sont donc des patients qui ne bougent pas après une incision. Les croix sont des patients qui bougent. Et donc, vous voyez que lorsque on a de faibles doses d'hypnotique et de morphinique, vous allez avoir des patients qui bougent et vous allez avoir des patients qui bougent pour de faibles concentrations donc, de morphinique. Là, on est en fentanyl, en nanogrammes par ml, on est en évoque. C'est à peu près la même chose pour le rémifentanyl. Mais vous allez avoir des patients ici donc, qui bougent avec des concentrations de fentanyl qui sont très élevées. Et donc, vous voyez, c'est cette variabilité interindividuelle et la même chose ici. Donc, il y a ce patient qui ne bouge pas pour des concentrations très, très faibles donc, de morphinique. Et c'est cette variabilité interindividuelle qui est extrêmement importante, qui doit retenir notre attention. Et donc, grosso modo, 3 nanogrammes par millilitre en évoque fentanyl ou rémifentanyl, donc c'est la concentration au site effet, diminue d'à peu près 60% la MAC, et puis vous avez la même chose pour le sufentanyl. Alors, ce n'est pas une science exacte parce qu'on ne peut pas vous donner un chiffre exact, donc ce sont des ordres de grandeur, mais en tout cas, 0,3 nanogrammes par millilitre de sufentanyl au site effet, c'est ce qui s'obtient 5 minutes après l'injection de 15 microgrammes de sufentanyl dans un modèle qui ne tient pas compte du poids, de l'âge, de la taille, ainsi de suite. Et donc, quand vous faites ces fameux 15 ou 10 microgrammes de sufentanyl à un patient, vous obtenez les concentrations qui vous font justement diminuer d'à peu près 50% les besoins en hypnotique. Quand vous voyez la MAC bar, donc c'est la concentration alvéolaire toujours en équilibre avec les concentrations cérébrales pour laquelle il n'y a pas d'augmentation de la pression ou de la fréquence cardiaque. Donc la MAC bar, c'est à peu près 2 fois la MAC. Les faibles concentrations de morphinique vous font diminuer de 80% à peu près la MAC bar. Et donc du coup, on voit bien qu'il y a une interaction, donc il y a une diminution très rapide des besoins en hypnotique dès les plus faibles concentrations de morphinique. Et contrairement à ces isobologrammes qui étaient donc de type synergique, quand vous regardez les interactions pour cette fois-ci la diminution de la MAC de réveil, on n'est plus sur des interactions donc de type synergique, mais plutôt sur des interactions de type additif. Et juste un dernier élément, parce que lorsqu'on parle donc de niveau de stimulation nociceptive, je vous ai parlé de l'intubation. Et puis, pendant l'entretien d'anesthésie, vous voyez que le niveau de synergie est beaucoup plus important. D'accord? Donc là, c'est un tout petit peu inversé par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ça reste toujours cohérent. La symétrie ici, on ne peut pas baisser complètement les concentrations de propofol. Mais en tout cas, vous voyez que le genou de cet isobologramme est très proche du zéro. Donc, pendant l'entretien d'anesthésie,
l'interaction est encore plus synergique que lors de l'intubation, et ça, c'est un élément dont il faut retenir. Alors, juste 2 secondes là sur je vais passer sur cette image et vous restez que sur celle-là. Sur la dépression ventilatoire, donc estimée ici par la diminution de la ventilation minute, là, la synergie est très importante. Donc, la conséquence de ça, c'est que de très faibles concentrations de rémifentanil en phase d'émergence ou d'autres morphiniques peuvent diminuer de manière très importante les performances ventilatoires. Donc ça, cette synergie sur la dépression ventilatoire est extrêmement, extrêmement importante. Et enfin, c'est ce que Philippe Richebet vous avait montré dans plusieurs papiers. Quand vous mettez du fentanyl ici, donc on est toujours en concentration au site effet, eh bien, il y a une diminution dose ou concentration dépendante de la pression artérielle en l'absence d'une stimulation nociceptive. Donc, si on n'a pas de stimulation nociceptive et on a du morphinique en excès, on va être hypotendu. Voilà la traduction de ces interactions. Et donc, juste pour vous rappeler, dernière image mentale, qu'il y a des formes différentes donc, de ces isobologrammes synergiques pour l'hémodynamique en jaune, pour le mouvement et bien sûr pour le réveil. Donc, d'où la nécessité de gérer les interactions hypnotiques morphiniques sur le versant hémodynamique, sur le versant mouvement si vous ne faites pas de curare et sur le versant donc, réveil, et puis de choisir à quel niveau donc, de cet isobologramme on se place, soit peu de morphinique avec le risque d'avoir une tachycardie, une augmentation de la pression artérielle, un stimulus nociceptif, soit un retard de réveil avec des morphiniques de longue durée d'action, un risque de mémorisation si vous baissez trop les concentrations d'hypnotiques et bien sûr cette hyperalgésie que Philippe Richebet a merveilleusement expliqué. L'interaction optimale est souvent au genou ici de l'isobologramme synergique, mais vous pouvez faire des choix complètement différents en fonction de ce qui vous intéresse. Alors, si on parle de titration de l'anesthésie, il faut, pour moi, titration, c'est s'adapter à la variabilité interindividuelle. Donc ça, c'est un graphique où chaque ligne donc, qui lie la concentration d'alpha-fentanyl plasmatique à une probabilité d'absence de réponse, donc probabilité qu'il n'y ait pas de mouvement à une stimulation nociceptive. Donc, chaque ligne est un patient. Et vous voyez, des patients pour lesquels il faut très, très peu de morphinique pour éviter un mouvement et à contrario d'autres pour lesquels il faut beaucoup de morphinique pour éviter un mouvement. Certains ont des pentes qui sont très raides, d'autres ont des pentes qui sont beaucoup plus plates, donc tout ceci est important. Et nous travaillons en général soit avec des descripteurs statistiques qui sont la dose efficace 50 ou la dose efficace 95. La dose efficace 50, vous voyez bien qu'il y a 50% des patients par définition qui sont surdosés, 50% sont sous-dosés. Et quand vous travaillez avec la dose efficace 95, vous avez énormément de patients qui sont surdosés. Et le surdosage, ce n'est pas 20%, 30%. C'est par des facteurs 1, 2, 3, 4 ou 5. D'accord? Donc, c'est énorme en termes de surdosage. Et c'est ces différences entre les extrêmes qui sont importantes et cette notion de variabilité interindividuelle est à mes yeux pas suffisamment expliquée dans la littérature. Alors, nous avons publié, on avait travaillé avec la pupillométrie, on avait publié cet article. Donc, on appliquait un stimulus nociceptif standardisé. Et le message, il est double ici. Il y a toujours ces points qui représentent les patients individuels. Donc, ça, c'est la pupillométrie. Ça, c'est les concentrations de rémifentanil. Et ça, c'est la probabilité de mouvement. Et regardez ce qui se passe avec le mouvement, parce que ça, c'est clinique. Les concentrations qui aboutissent à 95% de risque, enfin de probabilité d'absence de mouvement, elles sont très faibles. C'est 1,7 nanogrammes par millilitre de rémifentanil. Alors, quand vous travaillez à 3, 4 ou 5 nanogrammes par millilitre de rémifentanil, évoque, site effet, on est largement au-dessus de ces concentrations qui sont associés à 95% de probabilité d'absence de mouvement. Et la même chose sur la modification donc, de la dilatation donc, de la pupille. On arrivait très, très vite, avec de très faibles concentrations donc, de rémifentanil, à abolir la dilatation pupillaire. C'est déjà rapporté dans la littérature. Donc, autrement dit, pour inhiber la réponse à un stimulus, il faut des concentrations qui sont très faibles, et même si elles sont très faibles, il y a une variabilité interindividuelle, même avec ces concentrations faibles. Alors l'idée maintenant, c'est comment est-ce qu'on va intégrer
l'ensemble de ces informations pour la gestion de l'anesthésie. Alors, on sait déjà que si vous regardez BIS, pression artérielle, autre chose, ces paramètres au cours d'une anesthésie peuvent varier de manière très différente. Donc, vous voyez ici, il y a des patients qui ont besoin de faibles concentrations d'halogénés, mais qui ont un BIS élevé et puis une pression élevée. A contrario, vous en avez qui ont les 3 bas. Donc, ça, c'est le fameux triple low. Et toutes les combinaisons sont possibles. Donc, il peut y avoir des dissociations entre les différents paramètres que vous utilisez. Donc, si vous mettez maintenant ces moniteurs de balance nociception, antinociception, le EG numérisé et la pression artérielle ou la fréquence cardiaque, ça peut varier. Alors, la pression et la fréquence, il y a de nombreux facteurs confondants. Il faut gérer les interactions hypnotiques morphiniques sur le EG, bien que le EG voit relativement mal la présence des morphiniques. Et puis, sur ces moniteurs de balance nociception, antinociception, on peut voir en fonction du niveau de stimulation nociceptive, l'évolution de ce moniteur. On peut mettre des valeurs chiffrées, donc ce fameux BIS, donc la zone verte, c'est la zone désirée, 45-60 pour le BIS. Le NOL, c'est 10 à 25 comme cible, et il ne faut pas éviter d'avoir des oscillations de pression artérielle de plus ou moins 20% par rapport aux pressions habituelles. Donc, les trois peuvent évoluer de manière concordante. Donc là, c'est éveil cortical, le BIS monte, le NOL monte, donc il y a un stimulus nociceptif qui n'est pas contrebalancé par une antinociception et la pression monte. Donc là, on n'est pas du tout en difficulté pour diagnostiquer. Vous avez ensuite les situations où le BIS est bas, le NOL, la pression est élevée, le BIS est correct, et puis la pression, le NOL est élevé avec une pression basse. Donc, en général, ici, il faut quand même essayer de gérer le défaut d'antinociception malgré le fait que le G est bas et même quand la pression est maintenue dans ses limites. Et puis, la même chose ici, vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous avez un NOL qui est bas, donc il n'y a pas de défaut d'antinociception et le G est élevé. Et donc, l'objectif du monitorage multiparamétrique, c'est de détecter une réponse avant l'apparition des signes cliniques, avant le mouvement, par exemple, une mémorisation explicite, et puis surtout d'identifier les causes des réponses infracliniques et puis d'apporter les corrections. Donc, nous, on avait publié cet article il y a quelques années déjà, on avait essayé d'instituer un algorithme que je vais vous montrer. Et donc, l'algorithme de titration, il est ici. Vous avez la pression artérielle habituelle du patient et qu'il y ait une stimulation nociceptive présente ou absente. Quelles que soient vos concentrations d'hypnotique et de morphinique, vous avez le BIS et la pression dans la situation dite idéale. C'est rarissime, ça existe, mais c'est absolument disponible. Vous avez des situations où, en présence d'une stimulation nociceptive, le BIS va monter, et puis dans ce cas-là, c'est un défaut d'antinociception. Il faut augmenter le morphinique, mais si vous travaillez avec du sufentanil, le pic de l'effet va être à 5 minutes, donc vous êtes parfaitement en droit d'utiliser les interactions hypnotiques morphiniques et d'utiliser un hypnotique, et ce d'autant plus que l'hypnotique va pouvoir diminuer le BIS et diminuer le risque de mémorisation explicite. Vous avez la situation où le patient est hypotendu, le BIS est bas, donc ça c'est un surdosage anesthésique, et vous avez des situations où la pression artérielle diminue. Ça, c'est un patient qui est hypovolémique, par exemple. Vous avez une stimulation nociceptive, la pression est basse, mais le EG est activé. Ça, c'est le risque de mémorisation explicite. Donc, clairement, ça peut, les différents paramètres peuvent diverger, et c'est donc l'intérêt du monitorage multiparamétrique pour comprendre et traiter de manière correcte. Et donc, pour le NOL, on avait fait cet outil de raisonnement explicite. Et donc, vous avez la situation où vous avez une pression donc, qui augmente. Le NOL est en dessous de 25. Donc, ça, c'est un vasodilatateur. Le NOL est supérieur à 25. Mais dans ce cas-là, il faut traiter le défaut d'antinociception. Et si la pression donc, est élevée et le NOL peut être bas, donc effectivement, il peut se passer des choses, mais donc ce n'est pas un défaut d'antinociception. La même chose maintenant avec un patient qui est cette fois-ci hypotendu et éventuellement bradycarde. Donc, si le NOL est bas, il faut correcter les anomalies hémodynamiques. Il peut y avoir la situation où le patient est hypotendu et bradycarde et le NOL est pourtant à des valeurs élevées. Et Philippe Richebet vous a montré que les performances diagnostiques du NOL sont meilleures que celles de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Et donc, malgré le fait que le patient est hypotendu et bradycarde, il faut traiter quand même le défaut d'antinociception.
Et puis ensuite, vous pouvez éventuellement, chez un patient qui est sous anesthésie générale, confirmer l'efficacité d'un bloc nerveux. Et de nouveau, si vous avez un nol élevé dans le territoire bloqué, ça veut dire que probablement votre bloc est imparfait. Et puis, quand vous avez une augmentation brutale du nol sur une application d'un stimulus nociceptif, eh bien, il faut faire arrêter la stimulation nociceptive, donner du morphinique, et puis éventuellement aussi, avec les interactions hypnotiques morphiniques, ne pas négliger l'utilisation d'un hypnotique tout en essayant d'éviter la survenue d'un EEG plat. Et enfin, ici, si vous travaillez avec peu ou pas de morphinique, une valeur du nol vous conforte dans le fait que ce que vous apportez en plus des médicaments, des hypnotiques habituels, est efficace. Et puis, les messages, c'est que ces moniteurs de balance nociception, antinociception débutent leur carrière clinique. Donc, ils ont déjà passé les tests de validation. Je crois, comme Philippe, que le NOL est un moniteur crédible à la fois par les performances et puis surtout sur la partie ergonomie et puis sur la dimension médico-économique. La sophistication des moniteurs de l'adéquation de l'anesthésie permettra de rendre plus explicite et plus reproductible, je l'espère, la gestion des médicaments anesthésiques. Je crois que la connaissance de la pharmacologie reste indispensable malgré la sophistication de ces moniteurs, et la difficulté maintenant est de savoir quel est le niveau de sophistication que les anesthésistes du front vont pouvoir gérer au quotidien. Merci pour votre attention. Merci, professeur Longroy, et nous cédons la parole maintenant à David Charrier pour la mise en pratique au bloc opératoire. Bonjour, donc effectivement, je vais vous présenter notre utilisation au quotidien du NOL au bloc opératoire. J'ai inclus dans cette présentation 3 petits films qu'on a tournés sur les 3 jours qui précèdent. Alors, voilà, la question qui nous intéresse au quotidien, est-ce que mon analgésie est suffisante? À l'instant où on parle, la personne n'a absolument pas mal et aucun moniteur ne sera jamais capable de dire ce qui va se passer dans une seconde. Peut-être elle a un bloc du pied complet, peut-être elle a une neuropathie diabétique sévère, même si ses pieds ne semblent pas le montrer. Peut-être qu'elle va tourner le pied à droite, peut-être que le clou n'est qu'une image, peut-être qu'il va tomber sur le côté. Jamais un moniteur ne pourra nous dire ce qu'il va se passer dans la seconde qui vient. Et c'est un peu ce que nous reprochent aussi les chirurgiens au bloc opératoire en disant « mais avec tout le matériel que vous avez au bloc aujourd'hui, comment c'est encore possible que votre patient bouge sur table ?» Là, sur une chirurgie de genou, mais quand on est tout au fond d'un cerveau, sur une chirurgie d'un anévrisme, on doit avoir une immobilité complète. Et le défaut d'analgésie est un problème. Alors, à l'instant où on parle, est-ce que mon analgésie est suffisante? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de mon équilibre entre douleur et analgésie, ou pour parler le langage de l'anesthésie et du bloc opératoire, entre nociception et antinociception. Et c'est de cette balance que tout dépend, d'où l'idée de monitorer l'équilibre du système sympathique et parasympathique. Alors, quelle dose de morphinique il faut pousser au bloc opératoire? Il y a tout un tas de solutions pour répondre, où on fait pour tout le monde pareil, où on tient compte de notre propre expérience pour aller faire quelque chose et donner une dose en microgrammes d'un morphinique quelconque ou en microgrammes kilo, au mieux adapté au poids théorique du patient. Ou alors on utilise des modélisations mathématiques qui sont donc statistiques et qui nous disent que statistiquement, notre patient avec cette dose-là devrait se trouver dans un range d'analgésie optimale. Si on se posait la même question sur quelle dose d'hypnotique utiliser, du côté gaz ou du côté intraveineux, la réponse, elle serait apportée par le BIS très simplement. Si on se positionne avec un BIS entre 40 ou 45 et 60 et un RS à 0, on est probablement à un endroit intéressant en niveau d'hypnose. Et donc, pour les morphiniques, c'était bien ça la question, et c'est ce qui a été abordé par les 2 précédents orateurs. Quel endpoint utiliser, quel retour on peut avoir sur le patient pour adapter la dose de morphinique à notre propre situation, c'est-à-dire à une stimulation donnée à un moment donné. Alors voilà, le NOL est arrivé dans ce contexte quelque part, et vous voyez sa pince un peu spécifique, sa petite bague qu'on met au doigt, qui a une petite partie collante et le doigt qu'on glisse sous un capteur comme un capteur de plétismographie habituel. Alors, est-ce que le NOL est prédictif de la douleur? Il ne l'est pas. Un chiffre donné à un moment donné n'est absolument pas prédictif d'une douleur. Par contre, sa variation, elle, est prédictive de la douleur, oui. Alors, prédictive, c'est peut-être pas un très bon mot parce qu'il faut faire mal au patient
pour que le moniteur nous dise de combien il a eu mal. Elle est donc corrélée à la stimulation douloureuse qu'a eu le patient ou à l'équilibre entre la nociception et l'antinociception pour cette stimulation-là, ce patient-là, à ce moment-là. Je vous montre juste une première image de la façon dont on utilise, dont on met en place notre capteur. J'ai besoin de repasser sur mon petit film. Voilà, le son n'est peut-être pas excellent. Le capteur, c'est un capteur unique aujourd'hui qui n'est développé que pour l'adulte. Vous voyez, c'est une petite pince, c'est une partie collante. Donc, 8 paramètres vont être enregistrés à partir de ça. Le capteur de plétismographie, donc l'infrarouge au bout du doigt, va nous calculer l'équivalent du delta pp quelque part, en tirer la fréquence cardiaque pour calculer sa variabilité, calculer la conductance cutanée entre les deux points, puisque le doigt est collé dessus, et sa variabilité, et puis la température et sa variabilité. Il y a aussi un capteur de mouvement à l'intérieur. Donc, une fois que la petite pince est placée, la mise en route sur le bouton marche du moniteur, très simple, quelques secondes pour arriver à l'équilibre. Voilà, vous voyez la plétismographie qui est affichée en haut, contrôle que le signal est de bonne qualité, la conductance, cette petite variabilité, cette petite variation de ligne de base, et vous allez voir apparaître le chiffre du NOL, donc un chiffre entre 0 et 100, 0, aucune stimulation du système sympathique, et 100, la stimulation maximale du système sympathique. Alors, le capteur est unique, donc il va falloir que vous trouviez le doigt qui est à peu près approprié à cette petite électrode collée sur la pince. Voilà, je fais l'essai avant de décoller quoi que ce soit. Je cherche le doigt optimal pour mon patient. Son petit doigt est un petit peu petit. Le deuxième fera l'affaire pour qu'elle soit collée sur la première et la deuxième phalange et que la troisième phalange du doigt soit glissée dans la pince. Un peu sioux à mettre en place. Bien faire progresser le doigt jusqu'au bout sans encore le coller sur les petites électrodes pour que le capteur infrarouge puisse faire le recueil du signal en bout de doigt. Et puis ensuite, il y a une petite languette autocollante. On fait le tour du doigt sans serrer trop pour ne pas couper la circulation à cet endroit-là. L'affaire est entendue, on revient vers le moniteur. Je vous le montre sur un troisième patient. Voilà, un doigt juste un peu gros pour la taille du capteur. La petite languette, le doigt est fixé, c'est un monitorage continu de notre affaire. Je reviens sur mon diaporama. Le diaporama est à l'écran? Oui. Super. Donc voilà, induction au propofol, 4 microgrammes par millilitre, j'ai mis un chiffre au hasard. L'objectif est de se retrouver avec un bis aux alentours de 50. Et puis je lance mon rémifentanil à la base en concentration cérébrale. Et là, je vais faire une première stimulation douloureuse calibrée. J'utilise pour ça le TOFscan, qui est notre curamètre habituel. Et je vais lancer un tétanos, 5 secondes, 60 milliampères. Et regardez le chiffre qui apparaît sur mon moniteur de NOL. Avec 5 secondes de retard, 5 à 7 secondes, le chiffre va monter, on va voir apparaître quelque chose comme 40 pour 1 nanogramme par millilitre de rémifentanil en concentration cérébrale modélisée. 40 de chiffre de NOL, c'est trop élevé. Je grimpe la concentration de rémifentanil, j'attends d'arriver à l'équilibre et je vais refaire la même stimulation douloureuse calibrée, électrique, qui va me servir un peu de référence. Et là, mon chiffre de NOL monte à 30. C'est encore trop haut. Je monte à 3 nanogrammes par millilitre. J'attends l'équilibre. J'ai un chiffre à 15. Feu vert, je peux donner le feu vert pour l'intubation. Et en ça, je suis prédictif. Je suis prédictif parce que j'ai créé un stimulus douloureux, calibré, qui va me servir de référence. Attention, il faut définir quel seuil pour quel type de stimulation. Mais en voilà une utilisation qu'on peut faire. Je vous le montre sur un patient. Je n'ai pas utilisé des concentrations cérébrales, mais tout bêtement des doses en microgrammes. Est-ce que le film est à l'écran? Oui, oui. Je viens de faire un tétanos. Pendant ce temps, le chirurgien est en train de chanter. Vous allez voir la réponse de mon tétanos avec 5 secondes de retard.
Le chiffre de Nol grimpe. 31, je passe dans la zone rouge, je suis au-dessus de 25. Après le tétanos, 5 secondes, 60 mA. Le chiffre redescend derrière. Je suis monté un petit peu haut. J'avais fait une induction avec simplement 7,5 microgrammes de Sufinta et un bis et une dose de propofol qui m'amenait à un bis à 50. Deuxième stimulus, donc le premier était de 30 mA. Je fais un tétanos de 60 mA cette fois. Je grimpe un peu dans mon stimulus calibré. Le premier me servait simplement de référence. Là, je suis dans quelque chose qui va être l'équivalent de l'incision du chirurgien. Je suis la progression de mon chiffre de Nol. On grimpe haut, on franchit la barre des 25. On maintient un chiffre élevé pendant quelques secondes. Pour le stimulus électrique que j'ai créé, qui est l'équivalent de l'incision du chirurgien, je suis trop élevé et trop longtemps. 5 microgrammes de sufentanil supplémentaire. J'attends l'équilibre. Je pourrais le revérifier, je ne vais même pas le faire. J'attends l'équilibre pour donner le feu vert au chirurgien et lui dire que voilà, moi j'ai fait 2 stimulus nociceptifs, un premier 5 secondes 30 mA électrique, le deuxième de 60 mA. Je sais que c'est l'équivalent de l'incision qui va être faite en dorsale par le chirurgien. Feu vert. La perte de temps, elle est nulle. L'installation et mon premier tétanos, c'était pendant qu'on champait pour le patient. Arthrodèse de la colonne vertébrale sur plusieurs étages. Voilà l'incision qui vient de passer. J'ai un tout petit peu accéléré le temps pour le besoin du film. Il y a 10 minutes sur mon écran, 2 minutes entre chaque graduation. Après le bistouri sec, la lame froide, on est au bistouri électrique en profondeur. Vous allez voir que les stimulus qui passent à partir de là sont minimum. C'est une patiente que j'ai endormie avec 150 mg de propofol et 7,5 plus 5 après calibration microgrammes de sufentanil. Voilà, j'ai dû prolonger un tout petit peu la diapositive, le film pour qu'on voit atteindre les plans profonds quelque part. Donc voilà, on peut afficher à l'écran 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Le paramètre se met à jour voilà, en 5 secondes et dans notre expérience, 7 secondes après un stimulus nociceptif, on voit la montée du chiffre de Nol. On arrive là sur les plans profonds, les ouvertures aux extrémités. Il va y avoir les incisions musculaires et puis ensuite l'atteinte osseuse. Je peux laisser défiler le film quelques secondes encore. On n'a absolument aucune remontée du chiffre de Nol à aucun moment. Voilà en direct ce qui se passe à ce moment-là. Je reviens sur mon diaporama. Le film est à l'écran là aussi? Super. Ici, j'ai volontairement négligé la situation qui m'était donnée. J'ai une première stimulation douloureuse, 60 mA 5 secondes, faite avec mon TOF-scan. Et vous voyez qu'on est très au-dessus, même si sur ce début de film, la photo est un petit peu floue. On est très au-dessus du seuil de 25 et on va le rester pendant plusieurs secondes. Je décide quand même de rien injecter de supplémentaire par rapport à mes 7,5 microgrammes de sufentanil et on va intuber le patient. On a un bis à ce moment-là qui est entre 45 et 60 et on va intuber le patient. Et voilà, sans avoir fait quoi que ce soit de supplémentaire, le chiffre de Nol va être plutôt élevé. C'est un peu ce que je ne fais pas dans la vie de tous les jours et ce que je voulais montrer juste pour le film. L'intubation va être un stimulus nociceptif important, on va monter au-dessus de 50 et on va le garder pendant 1 minute au moins.
c'est plutôt quelque chose d'important. Un dernier film de quelques secondes. Voilà mon stimulus nociceptif après avoir fait le complément d'analgésie par 5 microgrammes supplémentaires de sulfentanyl pour faire le comparatif avec ce que je n'avais pas fait dans la stimulation précédente à cet endroit-là. Donc après les 5 microgrammes supplémentaires, ce qui m'amène, on est passé de 7,5 à donc 12,5 microgrammes. Je peux donner le feu vert au chirurgien dans quelques minutes pour qu'il puisse inciser le patient. On n'a plus de réponse de la balance nociception-antinociception. Alors voilà, il ne faut pas faire dire à cet appareil ce qu'il n'est pas capable de dire. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, quand on était des hommes des cavernes et que l'ours se présentait à l'entrée de la grotte, on développait un stress, une activation de notre système sympathique pour pouvoir soit partir en courant, soit monter au combat. Et ça conduisait à une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, à une dilatation de la pupille. Alors aujourd'hui, l'agresseur, c'est plus l'ours, c'est le chirurgien ou la chirurgie. La réaction qui est du système sympathique, elle se fait à la douleur, là un écarteur sur une sternotomie, mais on a la même activation du système sympathique qui conduit à l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle ou du diamètre pupillaire, ce qui est pris en compte par nos moniteurs de la balance nociception-antinociception et en particulier le NOL dont on parle aujourd'hui. Alors certes, ce sont des moniteurs de la douleur, mais c'est avant tout des moniteurs du système sympathique. La douleur active le système sympathique, mais tout comme une tâche cognitive, tout comme la vessie pleine, un mouvement, un bruit fort, une lumière vive, l'hypothermie, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'hypovolémie, des émotions ou du stress, tout un tas de facteurs qui augmentent le système sympathique. Or, nous n'avons que des moniteurs du système sympathique. Certes, au bloc opératoire, notre patient n'a pas de tâche cognitive, pas de mouvement, il n'y a pas de bruit, pas de lumière, pas d'émotion, pas de stress. Et si on fait en sorte qu'il n'ait pas la vessie pleine, qu'il ne soit pas en hypothermie, qu'il ne soit pas en hypoglycémie ou en hypovolémie, ce qui ne va d'ailleurs pas se passer d'une seconde à l'autre, ça devient effectivement des moniteurs de douleur. Voilà, je vais juste en rester là pour rester ouvert aux questions derrière. Il ne faut pas faire dire à cette machine ce qu'elle n'est pas capable de dire. J'explique souvent à nos étudiants, « This machine has no brain, use your own ». Elle n'a pas de cerveau, c'est vous qui êtes derrière et qui devez en faire quelque chose. Et je vous remercie. Merci beaucoup David, merci beaucoup Dan. Et puis on va passer à la période des questions. J'en ai relevé quelques-unes qui sont dans le Q&A, donc je vais commencer par poser, je vais prendre un petit peu dans l'ordre, mais ou pas forcément, mais en tout cas la première question c'était concernant le NOL, quelles sont les limites d'utilisation ou d'interprétation, troubles du rythme, vasopresseur, présence d'une anesthésie péridurale. Je vais me permettre de répondre à celle-là parce qu'on a une grosse expérience aussi localement et on a publié des choses là-dessus. Donc, ça, c'était une question qui venait de Dr Boselli, qui est un expert de la région lyonnaise aussi dans le monitorage périopératoire ou intraopératoire de la nociception. Donc, c'est effectivement quelque chose, quand on parle de moniteurs, il faut connaître leurs limites et il faut connaître quelle va être l'influence de certaines médications qu'on peut donner, nous, en anesthésie, sur ces moniteurs-là. Donc, trouble du rythme, oui, c'est vrai que le NOL, l'ANI ou tout ce qui est monitoring de heart rate variability comme principal critère d'évaluation de cette balance sympathique-parasympathique, c'est vrai qu'un trouble du rythme comme une fibrillation ou comme un flutter ou comme des extrasystoles trop fréquentes va perturber cette évaluation et c'est une des limites que moi je trouve les plus importantes à l'utilisation de ça. Ceci dit, heureusement, on n'a pas tous les jours des patients en FA ou en flutter qui viennent au bloc opératoire, mais enfin on en a de temps en temps et ça m'arrive de leur mettre le NOL et en connaissance de cause, comme dit David, on a un cerveau, c'est à nous d'utiliser et on fait avec et puis on connaît les limites du NOL dans ces conditions.
Donc, le trouble du rythme, oui, ça peut être une limite. Les vasopresseurs ou la péridurale, on a répondu à ça dans 2 de nos récentes publications. Une récente de 2019 qui regardait l'impact de la phényléphrine, de tous les bolus de phényléphrine qu'on fait intraopératoire. C'était une analyse secondaire de résultats issus d'une première étude, d'une autre étude qu'on a faite aussi. Donc, on a regardé tous les bolus de phényléphrine qu'on a fait chez des patients qui avaient un moniteur NOL pour voir l'impact d'un bolus de phényléphrine standard sur le NOL. Et ce vasopresseur-là, la phényléphrine, n'a pas d'impact du tout. En fait, il n'y avait pas de différence en pré- post-bolus phényléphrine et puis il n'y avait rien de montré significativement avec la pression qui a augmenté parce qu'on faisait un bolus. C'était notre objectif de faire un bolus pour faire augmenter la pression, mais sans impact sur les valeurs de NOL. Donc, les vasopresseurs, a priori, aux doses que l'on utilise intraopératoire, induisent peu de variation. Si on utilise du glycopyrrolate ou de l'atropine ou de l'éphédrine qui a un effet bêta-mimétique et donc un peu tonicardiaque, c'est certain un effet un peu chronotrope, donc c'est certain que là, on va avoir une augmentation de notre fréquence cardiaque et on peut avoir de façon transitoire une variation du NOL qui peut être vue pendant 2-3 minutes et puis après, ça revient à la normale. Ça peut arriver, ça n'arrive pas à tous les coups, mais ça peut arriver. C'est sûr que nous, on curarise beaucoup en Amérique du Nord et on renverse beaucoup. Et notre renverse traditionnelle, ce n'est pas le Sugamadex parce que ça coûte trop cher ici. Donc, notre renverse traditionnelle des curats en fin d'intervention, c'est de glycopyrrolate, donc un équivalent de l'atropine, glycopyrrolate avec la néostigmine. Et donc, le glycopyrrolate qu'on injecte à la fin, on voit très bien que pendant 3 minutes après l'injection, il fait varier notre NOL index à la hausse. Et c'est une fausse augmentation, c'est un faux positif d'augmentation, ce n'est pas une douleur, c'est juste qu'on vient d'injecter l'atropine ou du glycopyrrolate et il faut juste connaître ça. Pour la péridurale, là aussi, dans une des études qu'on a publiées en 2019 dans le Canadian Journal of Anesthesia, on avait fait une tetanic stimulation, comme David le montrait, avant et après le loading de la péridurale. Et l'impact de la péridurale mise en niveau thoracique pour une chirurgie abdominale, il n'y avait aucun impact sur la réponse du NOL à la stimulation tétanique que l'on faisait avant de faire la première dose d'épidurale versus après la dose d'épidurale. Dans notre habitude, on met beaucoup de péridurale pour les chirurgies du tronc, gros abdomen ou thoracique, et dans notre habitude clinique, il n'y a pas d'impact de l'épidurale là-dessus. Pour la deuxième question, je vais peut-être la laisser à Dan. Je peux prendre la parole pour cette question pour apporter quelque chose sur la péridurale? Non. Oui, oui. Oui, bien sûr. Alors nous, on pose depuis pas très longtemps des péridurales en neurochirurgie, dans les grosses colonnes déformées. Et on se sert, moi je me sers du NOL pour aller regarder si ma péridurale fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Quand on est encore sous anesthésie générale, des fois on est un peu étonné, on dit tiens, j'ai consommé quand même un peu plus de morphinique que ce que je pensais, et est-ce que ma péridurale fonctionne? Ou juste avant le réveil, on veut en avoir la certitude. Très facile, je crée un tétanos à différents niveaux, au niveau de différents dermatomes, je commence au pli de l'aine, et puis je remonte en direction du nombril, et puis je remonte jusqu'en direction des mamelons, et je vois très bien où se trouve la limite d'efficacité de ma péridurale. Quand je suis en dessous, je n'ai aucune modification du NOL parce que je suis couvert. Quand je suis au-dessus du seuil de couverture, ou si elle couvre très imparfaitement, on voit parfaitement bouger le NOL en absence de morphinique sur une péridurale qui ne fonctionne pas. C'est un très bon moyen, effectivement, d'évaluer son anesthésie régionale, quelle qu'elle soit, péridurale, bloc ou n'importe quoi. Nous, on avait publié aussi en 2018 un papier sur la chirurgie thoracique avec thoracotomie. Enfin, c'était des péridurales qu'on mettait chez tous les patients. On loadait ou pas la péridurale et on regardait la réponse à l'incision. C'est un bon moyen de tester sa péridurale, de savoir si elle fonctionne. Si votre NOL ne bouge pas et que vous l'avez loadée correctement, a priori, si elle ne bouge pas à l'incision ou de façon très minime, a priori, c'est que la péridurale fonctionne. Donc, effectivement, pour renchérir sur ce que dit David, c'est un très bon moyen d'aller vérifier que son bloc ou que son anesthésie régionale fonctionne. La question qui était pour professeur Langrois, est-ce qu'il y a un intérêt d'utiliser le monitorage de nociception dans le cadre de l'opioid-free anesthesia? Est-ce que ça aurait un intérêt quand on fait de l'OFA d'aller mettre un moniteur comme ça et Alors, merci Philippe. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup avec le NOL, pas beaucoup de données. Donc, nous,
l'expérience clinique. Là, donc, on fait dans les protocoles, c'est plutôt pas sans morphinique, mais avec épargne de morphinique. On utilise la lidocaïne. Et si vous faites la même anesthésie avec ou sans la lidocaïne et vous regardez l'effet de lidocaïne versus pas du tout sur le BIS, par exemple, ou sur d'autres moniteurs de EG, vous ne voyez pas la différence. Quand vous mettez le NOL, clairement, vous ne gérez pas du tout vos antinociceptifs de la même manière quand vous avez la lidocaïne en continu, parce que donc, nous, on travaille avec 2 mg kilo/h après le bolus initial. Et c'est vrai que ça abolit les modifications donc, du NOL. Et je dirais que autant on sait gérer les interactions hypnotiques morphiniques classiques, autant quand vous commencez à mettre les cocktails 1 ou 2 médicaments, que le gène ne voit pas très bien, à l'exception peut-être des alpha-2 agonistes, mais pas forcément avec le BIS, avec d'autres types de moniteurs. Je crois que c'est encore plus intéressant d'utiliser le NOL quand vous faites de l'anesthésie sans morphinique ou avec épargne de morphinique. Je demande la parole. David. Oui, mais alors entièrement oui. L'OFA, pour moi, c'est un peu le couvercle sur la marmite et puis on tient le tout bien serré avec des cureurs hein, pour que rien ne bouge, rien ne pète et que dessous ça râle. Tant que rien n'explose, c'est très bien dedans. Alors, c'est justement l'endroit où il faut aller monitorer ce qu'on est en train de faire. Mais c'est très exactement l'endroit. Il faut voir ce qu'on est en train de faire à l'étage cortical avec le BIS ou le SedLine ou ce que vous voulez derrière. Et il faut voir ce qu'on est en train de faire au niveau du tronc cérébral, au niveau de la gestion de la balance nociception-antinociception, avec le NOL, avec la pupille, si on a la chance d'avoir accès à la pupille et en ne pouvant faire aujourd'hui que des choses en discontinu. Mais absolument, c'est l'endroit où il faut aller regarder ce qu'on est en train de faire à chacun des niveaux. Et nous, Ça va avec une autre question ouais. qui est, pour rebondir là-dessus, puis je voulais te la poser, David, je vais en profiter de le faire maintenant. Une des questions qui a été posée, c'était est-ce que le NOL seul peut guider l'anesthésie ou faut-il toujours le combiner à un dérivé de l'EEG? Nous, on fait toujours des combinaisons, on a rarement l'utilisation de l'un. C'est sûr que quand on utilise le NOL tout seul, c'est parce qu'on a la MAC pour les halogéniés qui nous conforte dans la profondeur d'anesthésie, enfin qui nous conforte, on y croit ou on croit ce qu'on veut, mais en tout cas, quelquefois, on ne met pas toujours les deux, mais le plus souvent, on met les deux ensemble. La question, c'était est-ce que c'est important de mettre les deux ensemble ou est-ce qu'on pourrait mettre juste du NOL tout seul? Je n'oserais pas tourner aussi bas en halogéné ou en propofol en concentration cérébrale si je n'avais pas le BIS. Je n'oserais pas tourner aussi bas en morphinique si je n'utilisais pas le NOL. Je vous ai montré son utilisation aujourd'hui avec une stimulation douloureuse calibrée qui est un équivalent pour se mettre juste avant et prédire entre guillemets ce qu'on est en train de faire. Mais je regarde passer les uns après les autres aussi les stimulus chirurgicaux sans forcément dire à l'avance au chirurgien attention, ne fais pas ça ou attention, n'insiste pas tout de suite, je ne peux pas encore donner le feu vert. Je le fais pour l'intubation assez systématiquement, je le fais pour l'incision assez systématiquement et puis ensuite sur les temps douloureux quand on connaît la chirurgie qu'on est en train de faire ou quand le chirurgien a la gentillesse et le temps de nous prévenir que dans quelques secondes, il va faire quelque chose de douloureux. Là, je calibre, je regarde et je donne le feu vert pour avoir fabriqué ma petite échelle de comparaison. Mais je suis bien d'accord avec toi. Si je peux intervenir dans cette histoire, c'est que si vous acceptez le principe de la variabilité interindividuelle, il n'a pas à l'accepter, il faut juste le regarder dans la littérature et puis analyser de manière critique notre pratique quotidienne. Avant le EG au bloc opératoire, on gommait beaucoup de choses parce qu'on était en surdosage massif. Oui. On commence à diminuer ce surdosage, donc on a commencé à le faire pour les hypnotiques de manière importante, on a commencé aussi à le faire sur les morphiniques et on se rend compte qu'on est capable de baisser beaucoup. Et donc, du coup, en ayant baissé davantage, le problème de la variabilité interindividuelle, il reste intact. Et sur tous les versants, sur le versant hémodynamique, sur le versant EEG et sur le versant NOL. Donc, clairement, la réponse, certes, c'est sophistiqué, mais si on veut faire l'anesthésie, puisqu'il y a la médecine de précision, maintenant il y a l'anesthésie de précision, avec des bénéfices qui vont apparaître de manière indéniable, sur tout ce qui vous a été montré ici, la réponse est oui, c'est le monitorage multimodal. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur ce sujet, avec ce que ça comporte comme surcoût, comme nécessité d'acquérir de l'expérience et de l'expertise dans l'interprétation, mais il n'y a pas de doute que l'avenir pour l'anesthésie de précision est le monitorage multimodal.
Et en plus, oui, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que nous, il nous arrive effectivement on fait cette médecine personnalisée avec le double monitoring, le triple même, puisqu'on a le monitoring des curares, puis le monitoring de la profondeur d'anesthésie et le monitoring de la profondeur d'analgésie, on va dire. Donc, ce triple monitoring permet de faire ce qu'on voit, nous, dans la littérature nord-américaine et puis européenne aussi, de personalized anesthesia, et c'est vraiment l'anesthésie personnalisée aux besoins du patient, qui prend en compte cette variabilité interindividuelle. Et je pense que le message d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est faire de la médecine de précision et de la médecine personnalisée aux besoins du patient, et non pas basée sur une population comme on a fait pendant des années. Bon, on a fait ça pendant des années parce qu'on n'avait pas d'autre choix, mais maintenant que la technologie nous offre autre chose, c'est important. Pour rebondir sur ce que disait David, nous, c'est vrai, quelquefois, on travaille avec des points 6 MAC. Et pour rebondir sur ce que disait le professeur Langlois, c'est la MAC incision qu'on utilise le plus souvent. Hein. Donc, la MAC incision, souvent, elle overdose nos patients parce qu'on n'a pas besoin d'une MAC incision pendant toute l'anesthésie. Sauf que souvent, les gens disent « Ah, je suis confortable, je suis à 1.2 MAC. » Ouais, tu as 1.2 MAC, mais ce n'est peut-être pas ce qu'il faut parce que tu es peut-être en train d'overdoser ton patient et l'overdose a des conséquences. Donc, c'est un beau message, je pense, à garder aujourd'hui. Pour une autre question, c'est à David aussi, tu nous as montré, et puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, le tétanos que tu fais pour prédire ta réponse à l'incision, et puis de dire que ton tétanos 60 milliampères correspond à peu près à une incision chirurgicale. C'est ce qui a été aussi démontré dans la littérature avec d'autres études. C'est sûr que là, ça nous permet d'être un peu prédictif, parce que de dire, tiens, là, j'ai l'impression que mon niveau d'opioïde est suffisant. Dans une de nos études, la dernière, là, on a montré qu'il y avait une corrélation entre la réponse à cette stimulation tétanique et la dose d'opioïdes que l'on faisait. Donc, quand on passait de 0,005 microgrammes kilo minute à 0,05 microgrammes kilo minute à 0,1 microgramme kilo minute de rémifentanil, on avait une corrélation. Plus on montait les opioïdes, moins on avait de réponse du NOL à la stimulation, à la même stimulation tétanique. Donc, cette prédiction que tu peux faire, celle-là, elle est vraiment intéressante parce que c'est là, je pense qu'il faut aller chercher peut-être des études à publier rapidement parce que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Puis, il y avait une question aussi. Je suis 2 secondes. David est convaincu, moi aussi. Moi, je n'aime pas le terme prédiction. Je préfère le terme calibration. Donc, la titration, c'est-à-dire vous avez surdosé, d'accord, ou vous avez trouvé quelque chose au hasard, et puis ensuite vous diminuez. La calibration, vous commencez bas, d'accord, et vous vous arrêtez là où il faut. L'inconvénient, c'est que ça prend un peu plus de temps. Mais le terme, c'est calibration. C'est exactement ce terme de calibration qui me paraît important. Je ne prédis que des choses qui sont passées il y a quelques secondes. Donc, Oui. D'accord, on ne prédit rien. Je prédis si mes blocs fonctionnent. Je fais de la chirurgie éveillée, on utilise des blocs de la face. Je vais regarder en posant 2 électrodes de tétanos si mon bloc fonctionne bien avant qu'on puisse mettre le cadre de stéréotaxie en place ou la tétière de Mayfield qui va tenir la tête du patient. Voilà, je prédis rien en fait. Je vérifie ou je calibre effectivement. Oui, tu calibres, mais c'est sûr, pour rebondir là-dessus, certains reviewers vont dire on aimerait bien voir de la prédiction et malheureusement, on passe des heures à leur faire comprendre qu'on ne veut pas faire de la prédiction, qu'on veut faire de la calibration, mais n'empêche que j'en connais beaucoup qui me sortent toujours le même terme et la prédiction. Et, bon, enfin, on ne prédira jamais ce qui va se passer dans une seconde. Ça reste une bataille, c'est sûr. Autre question qu'on a, peut-être Dan, professeur Langlois, pour quel est l'intérêt d'utiliser l'EVOC? En fait, est-ce qu'il y a encore un intérêt à utiliser de l'EVOC versus du débit massique si on utilise justement des outils comme ça qui vont nous permettre d'être précis? Est-ce que c'est mieux de le faire en EVOC? Est-ce que c'est mieux de le faire en débit massique? Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a plus vraiment de différence entre l'un et l'autre. Que je monte ma concentration d'EVOC ou que je monte ma concentration de débit massique ou que je fasse un bolus débit massique ou que je fasse juste une augmentation de mon EVOC, à partir du moment où c'est mon NOL qui me guide, je ne vois pas trop l'importance de l'EVOC à l'heure actuelle par rapport au débit massique, mais ça peut être, c'est une question. Toutes les pompes d'EVOC font du débit massique. Il suffit de changer de bouton et vous voyez bolus et débit de perfusion continue. Et donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, si l'EVOC ne vous prive pas de l'information bolus et débit massique. Il suffit juste de changer un bouton. Moi, je trouve que l'élément… Donc, lorsqu'on s'amuse à poser aux internes, aux jeunes médecins, quel est le délai nécessaire pour que le sulfentanyl soit au pic de l'action, vous avez les réponses au hasard. Hein, c'est 1 minute, 2 minutes.
Donc, c'est 5. Et donc, quand vous voyez les pompes d'évoque avec l'affichage des concentrations prédites au site effet, ça vous aide éventuellement à atteindre. 2, ça me libère les mains. Donc, on a tellement l'habitude de l'évoque en France. Et donc, le problème, c'est que que ce soit le débit massique ou l'évoque, ce sont des paramètres statistiques. D'accord? Donc, on peut faire du monitorage pharmacodynamique, mais ça reste statistique. Alors que là, on est dans du monitorage pharmacodynamique personnalisé. Et donc, je pense qu'il ne faut pas les opposer. C'est les deux. Et la même chose pour ce que les appareils affichent, les machines d'anesthésie en termes de MAC. Donc là, c'est pour ça que j'ai appelé 2 fois de suite que la MAC, c'est la définition, on comprend la notion d'équilibre avec la concentration cérébrale, et que la demi-vie d'équilibration, c'est 2 à 3 minutes. Et donc, du coup, l'évoque, ou si on est à INOC, qui n'a toujours pas la concentration cérébrale prédite, c'est justement cette facilité à construire des images mentales et qui vous aide à comprendre que c'est la concentration à l'équilibre qui vous importe. Et donc là, si je devais garder l'évoque pour quelque chose, c'est pour m'aider à intégrer dans mon raisonnement cette notion d'équilibre, de temps. Voilà, j'espère avoir répondu à la… C'est Emmanuel Bozelli qui a posé la question. Il faut savoir utiliser les deux, hein, donc il n'y a pas de souci. Puis on a une question qui est, on a parlé de monitorage multiparamétrique pour le null index. Peut-on savoir plus précisément ce qu'il y a derrière ce chiffre? L'algorithme du null index est-il disponible? Cela permet souvent de comprendre les limites potentielles de ce type de monitorage. Donc oui, l'algorithme du null, il n'est pas disponible parce que toutes les compagnies qui font des algorithmes, elles ne le donnent pas et elles le gardent pour elles, entre guillemets. On a travaillé, nous, dans le passé avec cette compagnie de façon assez rapprochée, donc je ne connais pas leur algorithme, mais j'en connais assez pour savoir ce qu'il représente et ce qu'il inclut. Les 5 paramètres dont on a parlé, qui sont plétismographie, variation de la conductance cutanée, variation de la température cutanée, heart rate variability et puis fréquence cardiaque, qui sont intégrés dans un algorithme d'intelligence artificielle qui est un Random Forest Tree algorithm. Donc, ces algorithmes-là vont chercher un petit peu les paramètres les meilleurs et vont essayer d'intégrer ça de façon un peu random dans un chiffre. Ça, c'est peut-être la force du null, en tout cas, que les autres algorithmes n'ont pas parce que les autres algorithmes étaient plus anciens, comme on ne va pas parler d'autres moniteurs, mais les algorithmes plus anciens n'avaient pas ces algorithmes d'intelligence artificielle dont le nom est le Random Forest Tree Algorithm. Donc, maintenant, en 2020, c'est sûr qu'on a des grosses plateformes de bioengineering qui font de l'intelligence artificielle en médecine et puis qui intègrent tous ces paramètres-là dans un index en essayant de donner, de colliger tous ces critères-là avec leurs meilleurs signaux possibles dans un index de plus haute sensibilité et spécificité. Est-ce que la compagnie donnera un jour son algorithme? J'en sais rien. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que moi, dans ma pratique clinique, ça ne va pas me changer ma pratique clinique de connaître l'algorithme parce que je ne suis pas mathématicien et je ne suis pas un algorithméticien non plus. Donc, même si je l'avais dans les mains, je ne vois pas trop ce que j'en ferais. Moi, ce que je leur demande, c'est que ça fonctionne et que nous, en clinique, notre travail, c'est d'aller vérifier que la sensibilité et la spécificité de la réponse de cette machine est correcte et qu'elle nous convient en anesthésie et qu'elle correspond aux stimuli qu'on voit en chirurgie et donc c'est un petit peu la réponse que j'ai à faire. Et David, tu peux compléter si tu veux. Oui, revenir sur une chose qu'on a dite tout à l'heure sur les patients qui sont arythmiques. Moi, je trouve qu'on a quand même, il y a plusieurs paramètres qui composent le NOL qui ne tiennent pas compte de la fréquence cardiaque, la conductance cutanée, sa variabilité, la température et sa variabilité. Et l'algorithme, on sent bien qu'entre la version 1.0 que j'ai eue initialement et la version actuelle de celui que j'ai, les patients en arythmie mettent plusieurs minutes, le signal met plusieurs minutes à se stabiliser, mais on a un signal dont on peut faire quelque chose. Je trouve qu'il est souvent un tout petit peu plus élevé dans ma pratique, plutôt là où d'habitude on arrive à 0, on est aux alentours de 10-15, comme s'il y avait une sorte de bruit de fond dedans. Mais par contre, on voit très bien les variations, même chez des patients arythmiques, alors que jusque-là, pour les autres appareils qui utilisaient la variabilité de la fréquence cardiaque, on ne pouvait pas s'en servir du tout. Et je me servais du pupillomètre à ce moment-là, en particulier chez les patients qui étaient arythmiques, parce que c'était une limite majeure. Je pense qu'elle est en partie corrigée dans l'évolution de l'algorithme qui a été fait par Medasense, la boîte israélienne du NOL distribué par Medtronic en France. Oui. Philippe, il y a une question qui est arrivée, qui est très provocatrice.
et que je me permets d'apporter quelques précisions, parce que la question dit on n'a jamais montré que le bis faisait mieux que la concentration télé-expiratoire. Ça, c'est la plus grande imposture de l'anesthésie publiée dans le New England. Donc, l'étude, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est Be Unaware. On a voulu montrer que on faisait aussi bien avec le BIS qu'avec la concentration télé-expiratoire. 1000 patients dans chaque groupe, un événement de mémorisation explicite dans chaque groupe. Donc, pas d'événement. On pouvait avoir 20 millions de malades. Il n'y a pas d'événement. Ça s'appelle une hypothèse non testée. Cette étude n'aurait jamais dû être publiée par manque de puissance statistique dû au manque d'événements. Donc, on n'a aucune preuve que c'est le cas. Et l'argument, à mes yeux, massu, c'est qu'il y a des études scandinaves observationnelles qui ont montré que 1 à 2 minutes de bis supérieure à 60 était parfaitement compatible avec la mémorisation explicite. Donc, la concentration télé-expiratoire qui ne tient pas compte de l'équilibre tel qu'il est affiché donc n'a pas une résolution à 1 à 2 minutes. Et donc, les seuls moniteurs qui ont une résolution à 1 à 2 minutes, ce sont ces moniteurs-là. Donc, il faut, parce que après la littérature s'est engouffrée, elle dit si vous utilisez les halogénés, il n'y a pas besoin de bis. C'est archi faux, y compris pour la partie anesthésie pas assez profonde, mémorisation explicite, et c'est encore plus faux sur l'anesthésie trop profonde, d'accord? Donc, il y a des patients, et le triple law l'a montré, il y a des patients qui ont des bis bas avec des concentrations télé-expiratoires considérées ici basses statistiquement, mais il n'y a pas de doute. Vous pouvez avoir des concentrations télé-expiratoires basses et être en surdosage anesthésique. Donc, cette question, je crois y avoir répondu. Il faut enlever de l'esprit des anesthésistes cette espèce de mythe que si on a des halogénés, il n'y a pas besoin de EG. Je suis 100% d'accord avec cette belle conclusion. Non, vraiment, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui sort tout le temps. Je donnerai fréquemment des conférences en Amérique du Nord sur la profondeur d'anesthésie aussi et on me ressort toujours ces études un peu malheureusement biaisées qui n'ont pas pris en compte les choses correctement. Et puis une dernière question, c'était la boucle NOL-opiacée, quand est-ce qu'elle va arriver? C'est sûr qu'on espère qu'elle arrivera un jour. Je ne pense pas, personnellement, moi je travaille actuellement avec, on a Polytechnique Montréal qui fait beaucoup d'intelligence artificielle et Montréal est une grosse plateforme d'intelligence artificielle au niveau mondial. Et donc on a des équipes qui commencent à se pencher avec nous sur ça, mais je ne pense pas qu'une boucle toute seule NOL opiacée soit suffisante. Je pense que c'est une multitude de boucles et d'intégrations avec l'intelligence artificielle. Et là encore, ce n'est pas du tout pour remplacer l'anesthésiste, c'est juste pour nous aider à prendre des décisions qui sont des décisions justes et appropriées, parce qu'on rajoute des moniteurs à droite, à gauche, et à un moment, notre cerveau, il est un peu plein de décisions et d'algorithmes qui deviennent complexes, et notre cerveau n'est peut-être pas capable de suivre un algorithme avec 50 décisions différentes qu'on pourrait prendre. Donc, il va falloir qu'on ait un peu d'aide de l'intelligence artificielle à nous suggérer des stratégies. Je peux vous montrer juste la dernière diapositive là, que j'avais prévu juste 30 secondes. Je ne sais pas si vous la... Oui, on la voit. Diapositive. Et donc, la diapositive que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Ça, c'est publié dans Science en 2019. C'est l'intelligence artificielle qui bat 6 joueurs de poker. Et donc, le poker est un jeu extrêmement complexe qui n'est pas fini. Et donc, c'est vrai ce que dit Philippe. Je pense que l'avenir est à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour la prise de décision complexe, mais en passant parce que David vous a brillamment montré la calibration. Ça, je crois que l'avenir pour gérer la variabilité interindividuelle et à la calibration en partant du bas. Voilà. Puis ça n'enlèvera rien à notre spécialité d'anesthésiologiste d'avoir de l'IA. Il y a de l'IA actuellement en dermatologie, en radiologie, en ophtalmologie, où ils battent les cliniciens dans leur diagnostic, parce que c'est tout simplement des algorithmes qui sont plus, on va dire, plus à même d'aller faire un diagnostic qu'un cerveau humain. Et donc, il faut savoir à un moment dire, bon, OK, la machine a peut-être raison, et puis je vais l'utiliser à bon escient, et elle ne me remplace pas. Elle n'a pas remplacé les ophtalmologues, ni les radiologues, ni elle les aide.
Et attention à tout ce qui fait varier le NOL et qui n'est que de l'activation du système sympathique. Par exemple, le patient qui s'endort et qui ronfle, qui active son sympathique, on est en ventral pour une chirurgie qu'on fait en chirurgie éveillée, pour aller placer des électrodes de stimulation épidurale et pour lesquelles on a besoin de la participation du patient. Quand il coince ses voies aériennes supérieures, il va tirer. Et quand il tire, il va activer son système sympathique. Ce n'est pas de la douleur. Si à ce moment-là, vous mettez encore plus de morphinique quelque part, vous allez aggraver le problème en cours. This machine has no brain. C'est ça, c'est qu'en fait, il faut savoir, après, avoir notre intelligence de clinicien en disant « je prends ce que j'ai envie de prendre ». Et quelquefois, ça ne fonctionne pas. Quand on réveille le patient, c'est pareil. Quand il se met à respirer de façon un peu anarchique au réveil et qu'on l'extube, ce n'est pas forcément de la douleur, c'est juste qu'il est en train de stimuler son sympathique d'une façon différente que de la douleur. Mais après, cliniquement parlant, quand on l'utilise de façon régulière, on a l'habitude de toutes ces choses-là et puis on a l'habitude de le voir, de l'évaluer et puis d'en faire une bonne critique et une bonne analyse. En fait.